Un homme rejette le fiancé de sa fille à cause de sa race, mais des années plus tard, ce même homme lui sauve la vie. Ce soir-là, Valser respirait la routine. Lampadaires oranges, fenêtres closes, odeur de thym qui monte des jardins. Chez les Marceau, la table était dressée avec une rigueur d'inspection. Verres alignés, couverts brillants, serviettes pliées au carré. Laurent Marceau, patron d'une entreprise de transport, surveillait l'horloge pendue au mur. Chaque tic-tac résonnait comme un rappel à l'ordre. Sa fille, Clara, entra avec Idriss Kaya, son fiancé, un homme au regard calme, la peau brune, les mains de quelqu'un qui a appris à toucher la vie avec douceur. Idriss salua, offrit un bouquet de renoncules, parla de son travail d'ingénieur hydraulicien. Il n'avait pas le sourire forcé des prétendants anxieux. Il avait cet aplomb discret des gens qui se savent à leur place. Laurent ne lui concéda pas cette place. La conversation coula d'abord, claire, sur des sujets sans aspérité. Puis, comme une lame d'ardoise sous la neige, apparut la question du mariage. Clara la prononça avec une excitation contenue. Idriss, sans emphase, décrivit leur projet. Alors, Laurent se redressa, posa sa fourchette avec une précision glaciale et dit « Non, rien de plus d'abord ». Ce « non » portait tout ce qu'il n'osait pas avouer. La peur des regards, les habitudes d'un monde trop étroit, la croyance que les différences se tiennent mieux loin de sa maison. Les renoncules tremblèrent dans leur vase, comme si les fleurs comprenaient avant les humains que quelque chose venait de se briser. Le silence qui suivit n'était pas un vide, c'était une foule. 1000 mots possibles se bousculaient derrière les lèvres de Clara, qui n'en trouva aucun. Idriss, lui, eut un seul réflexe. Ne pas humilier. « Monsieur Marceau, j'aimerais comprendre, » dit-il posément. Laurent répondit avec ses tournures polies qui blessent davantage que les cris. « Ma fille a droit à un avenir sans complications. Nous ne partageons ni les mêmes codes, ni les mêmes horizons. » Les mots « complications » et « code » tombèrent comme des verdicts. Clara se leva, renversa sa chaise, accusa son père de confondre la prudence avec le mépris. Laurent parla de protection, de réalisme, de ce que les gens diront. Idriss ne discuta pas l'invisible tribunal que Laurent convoquait. Le voisinage, les clients, les collègues, ce « on » sans visage qui gouvernait son jugement. Il ramassa la chaise, redressa la serviette de Clara et, d'une voix qui tremblait à peine, dit « Je vous aime, Clara, mais je n'obligerai pas votre père à tolérer ma présence. » À la porte, il tourna la tête vers Laurent. « Je vous souhaite de ne jamais avoir besoin d'un inconnu. » Ce fut presque une prière. Après son départ, la maison sembla trop grande. Laurent, seul dans la salle à manger, observa sa main qui avait posé la fourchette. C'était la même main qui, autrefois, avait serré celle de sa propre mère sur un lit d'hôpital, la même main qui signait des contrats et réparait des ampoules. Il voulut croire qu'elle servait encore à protéger, mais cette nuit-là, cette main n'avait servi qu'à écarter. Les jours suivants creusèrent des fossés invisibles. Clara essaya de convaincre Idriss de patienter, d'espérer l'assouplissement de son père. Idriss, blessé mais ferme, refusa d'être un champ de bataille. « L'amour ne devrait pas s'excuser d'exister », dit-il en lui rendant la bague, simple cercle d'argent désormais lourd comme une ample. Laurent surprit des mots dans le couloir, des pleurs étouffés derrière la porte de Clara, des messages supprimés sur le téléphone familial. Au travail, ses chauffeurs remarquèrent qu'il vérifiait 2 fois les mêmes bons de livraison, qu'il oubliait sa tasse sur le capot d'un camion. La mère de Clara, morte des années plus tôt, semblait soudain parler depuis les cadres photos. « Regarde au-delà de toi, Laurent. » Mais il se raidit encore. Il fit ce que font les hommes qui craignent de douter. Il ajouta des règles. Pas de visite, pas de discussion à table, pas d'évocation de cette histoire devant les proches. Le monde pouvait alors reprendre sa forme rassurante, croyait-il. Sauf que Clara décida de partir. Un matin, elle quitta Valser pour Montreval, la grande ville à 3 heures de route, avec une valise correcte et un regard définitivement adulte. « Je t'aimerai toujours, papa », dit-elle au pas de la porte, « mais je refuse de me rétrécir pour rentrer dans ta peur. » Laurent voulut répondre quelque chose de paternel et d'immuable. Il répondit par un silence qui pesait. Le soir venu, la maison résonna d'un vide neuf et Laurent, pour la première fois, eut l'intuition qu'il avait confondu autorité et abandon. 7 années passèrent comme l'ombre lente d'un nuage. On n'y prête pas attention jusqu'au moment où la lumière chante. Clara s'installa durablement à Montreval, devint professeur de littérature, trouva dans ses cours un moyen d'apprivoiser l'absence. Idriss, dont elle gardait le prénom au fond d'elle comme une braise couverte, poursuivit sa route. On disait qu'il travaillait sur des projets d'eau potable pour des villages isolés, qu'il partait souvent sur le terrain,
qu'il apprenait la patience des sols arides. Il s'était quitté sans haine, avec cette tristesse calme des choses que l'on ne peut pas forcer. Laurent, de son côté, fit prospérer son entreprise, reçut un prix de la Chambre de commerce, remplaça son pick-up par une berline sombre, devint vice-président d'un club de tir dont il n'utilisait jamais les installations. Les soirées étaient longues. Un petit carnet apparut sur sa table de chevet. Il y notait des listes, factures, entretiens, anniversaires, et à la fin, quelques mots qu'il n'avouait à personne, appeler Clara, dire « j'ai mal dit ». Il ne le faisait pas. La fierté est une serrure pour laquelle on égare la clé. À Valserres, l'hiver revenait avec ses brumes. Et Laurent, dans ses trajets de livraison tardifs, prenait parfois la route du pont des Aiguilles, une structure de métal qui enjambait une rivière très froide. Il aimait ce pont comme on aime un secret. Au milieu de la nuit, le vent y parlait franc. Il ne savait pas que, bientôt, ce même vent prendrait la voie du destin. Un soir de janvier, la météo annonça un front de pluie mêlé de neige. Les pneus mordèrent l'asphalte comme des chiens tenaces. Idriss roulait vers Valserres, rappelé en urgence par une association locale. Un glissement de terrain menaçait un hameau et le système de pompage qu'il avait conçu l'année précédente devait être révisé au plus vite. Il connaissait la route par cœur. La vallée qui s'ouvre après la dernière courbe, l'odeur de pierre mouillée qui précède la rivière. Dans la même nuit, Laurent, au volant de sa berline, revenait d'un dépôt secondaire. Il alluma la radio pour se tenir éveillé. Une voix parla d'éthique et de responsabilité, et il l'éteignit aussitôt. Le pont des Aiguilles apparut, scintillant de givre. Des panneaux indiquaient « Ralentir, risque de verglas ». Idriss, prudent, réduisit sa vitesse. Un pick-up surgit en sens inverse, oscillant sous les bourrasques. Une bâche mal arrimée claqua, s'envola, fouetta le pare-brise d'Idriss. Le monde se rétrécit en un bruit sourd, une embardée, une rambarde qui cède comme un os sec. La voiture d'Idriss piqua vers la rivière, se retourna à mi-chute, heurta l'eau comme on heurte une porte fermée. Sur le pont, Laurent freina si fort que ses dents claquèrent. Il sauta de la voiture, courut, vit les remous noirs avaler la carrosserie. Sans réfléchir, il arracha sa veste, enjamba le garde-fou et plongea. Le froid lui dévora la poitrine. Dans l'eau trouble, une silhouette se débattait. Une main frappait la vitre. Laurent perfora l'obscurité avec ses doigts, trouva une poignée, tira, jura. Quand enfin la portière céda, un visage apparut, à peine éclairé par la lune fendue, celui d'Idriss Kaya. Le passé et le présent se heurtèrent comme deux plaques de glace. Laurent prit une inspiration meurtrière et nagea vers la surface en emportant l'homme qu'il avait autrefois refusé d'accueillir. Le choc thermique entre l'eau glacée et la peau de Laurent fut si brutal qu'il crut mourir avant d'avoir touché le fond. Ses poumons se refermèrent comme des portes sous la tempête. Mais quelque chose de plus fort, une pulsion née du remords, le força à battre des jambes. Dans l'eau opaque, il aperçut le visage d'Idriss, les yeux à demi clos, la bouche entr'ouverte. Une main se tendit, lourde et sans force. Laurent attrapa ce bras, tira, sentit son épaule craquer, puis remonta avec la rage de celui qui se refuse à laisser le destin gagner deux fois. Lorsqu'ils jaillirent à la surface, la pluie leur frappa les visages comme des aiguilles. Laurent toussa, hurlant pour appeler à l'aide, mais le vent emporta sa voix. Il tira Idriss jusqu'à la berge, ses doigts bleuis agrippés à la boue. Là, il posa le jeune homme sur l'herbe détrempée, lui appuya sur le torse, compta comme il avait vu dans les séries médicales, 1, 2, 3, respire, rien. Puis un spasme, une toux, un filet d'eau et un râle de vie. Idriss ouvrit les yeux, sans reconnaître encore son sauveur. Laurent sentit une larme brûler sa joue malgré le froid. Pas une larme de joie, mais celle, plus rare, de la honte libérée. L'ambulance mit 12 minutes à arriver. 12 minutes pendant lesquelles Laurent resta agenouillé près d'Idriss, refusant de s'éloigner. Les gyrophares colorèrent la pluie de rouge et de bleu. Les pompiers le bousculèrent à peine. « Monsieur, vous avez fait le bon geste. Vous lui avez sauvé la vie. » Ces mots le frappèrent comme un écho du passé, inversé et cruel. Tandis qu'Idriss était allongé sur la civière, inconscient, Laurent suivit le véhicule des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière la colline. La route vers chez lui fut muette. En se regardant dans le rétroviseur, il vit un visage qu'il ne reconnut pas. Le sien, vieilli, trempé, bouleversé. Les souvenirs du dîner revinrent, précis comme des éclats de verre. La main d'Idriss tendue, le bouquet de fleurs, le mot « non ». Ce nom qu'il avait brandi comme une arme d'honneur. Arrivé à la maison, il resta longtemps dans son garage, moteur coupé,
mains jointes. Il pensa appeler Clara. Il imagina sa voix, la surprise, puis la distance. Il n'en eut pas la force. Il se coucha sans se changer, tremblant, les yeux ouverts sur le plafond. Dans le silence, il crut entendre encore l'eau du pont. Et sous cette eau, le battement obstiné d'un cœur qu'il n'avait pas su aimer quand il en était temps. Le lendemain, un soleil pâle filtra à travers les volets. Laurent, malgré les courbatures, prit sa voiture et se rendit à l'hôpital de Montreval. Il marcha dans les couloirs trop blancs, les semelles crissant sur le lino. En entrant dans la chambre d'Idriss, il sentit son souffle se suspendre. Le jeune homme dormait, la tête bandée, le bras sous perfusion. Une infirmière entra. « C'est vous, le monsieur Dupont ?» Laurent hocha la tête. Il a eu beaucoup de chance. Sans vous, il n'aurait pas tenu 10 minutes. Ces mots lui semblèrent lourds d'une ironie cosmique. Il s'assit, observa le visage paisible de celui qui l'avait rejeté. Même endormi, Idriss dégageait cette sérénité silencieuse qui l'avait tant dérangé autrefois. Laurent murmura « Pardon ». Le mot resta suspendu, fragile, presque honteux de lui-même. Puis, un bruit de porte. Clara entra. Elle s'arrêta net en le voyant. Ses yeux s'emplirent d'incompréhension, puis d'une colère muette. « Qu'est-ce que tu fais ici, papa ?» demanda-t-elle d'une voix basse. Laurent, incapable de mentir, répondit simplement « Je lui dois la vie, et maintenant, il me doit la sienne. » Clara s'approcha du lit, regarda Idriss, puis son père, et dit avec une lenteur douloureuse « Peut-être que le destin a décidé de vous enfermer dans la même leçon. » Idriss se réveilla en fin d'après-midi. Son regard, d'abord flou, retrouva peu à peu la netteté. En voyant Laurent et Clara côte à côte, il resta silencieux, la mémoire cherchant sa place. Puis, d'une voix enrouée, « C'est vous, sur le pont. » Laurent acquiesça, gêné, le regard bas. Idriss eut un léger sourire. « Vous avez toujours eu du courage, monsieur Marceau. Peut-être un peu trop, parfois. » Ce trait d'humour brisa quelque chose. Une barrière invisible. Clara posa la main sur celle d'Idriss, émue. Laurent voulut s'excuser, mais aucun mot ne semblait suffisant. Idriss l'aida. « Ce n'est pas à moi de te juger. Ce que tu as fait hier vaut tous les pardons. Mais ce que tu fais après, c'est ça, la vraie réparation. » Cette phrase, simple et profonde, planta une graine. Le silence reprit, doux cette fois. L'hôpital paraissait un lieu suspendu, où le temps offrait une seconde chance. Laurent sentit pour la première fois depuis des années que sa poitrine respirait autrement, plus lentement, mais plus vrai. Il quitta la chambre sur la pointe des pieds, laissant les deux jeunes échanger des mots qu'ils n'avaient plus le droit d'interrompre. De retour chez lui, Laurent s'assit devant la cheminée. Le feu, qu'il alluma machinalement, projeta des ombres sur les murs, des visages du passé, des gestes qu'il aurait voulu refaire autrement. Il prit son carnet, celui des listes, et inscrivit pour la première fois une phrase entière. « Je l'ai sauvé, mais c'est lui qui m'a libéré. » Puis, il posa le stylo et contempla les flammes. Le téléphone sonna, c'était Clara. « Il veut te voir demain. Il a quelque chose à te dire. » Laurent accepta sans hésiter. Cette nuit-là, il dormit d'un sommeil agité, peuplé d'images d'eau et de lumière. Au matin, le brouillard enveloppait encore Valser, mais pour la première fois, il ne le trouva pas étouffant. Il comprit que la vraie honte n'était pas d'avoir eu tort, mais d'avoir mis tant d'années à l'admettre. Le monde, pensa-t-il, a parfois la délicatesse cruelle de ramener les fautes au bord du même fleuve pour que chacun y lave sa conscience. Le lendemain, Laurent retourna à l'hôpital. Cette fois, il ne portait plus l'assurance crispée de l'homme d'affaires, mais la vulnérabilité nue d'un père en quête de pardon. Dans la chambre, Idriss, assis sur le lit, le regardait approcher avec une sérénité tranquille. Clara se tenait près de la fenêtre, observant la lumière jouer sur les rideaux blancs. Le silence était épais, presque sacré. Laurent prit une chaise et s'assit face à Idriss. « Je ne sais pas par où commencer, » dit-il d'une voix rauque. Idriss répondit simplement « Par la vérité ». Alors Laurent parla. Il parla de ses peurs, de ce qu'il appelait « l'ordre des choses », de la honte qu'il portait désormais. Il avoua avoir cru qu'en protégeant sa fille, il la sauvait du regard des autres, alors qu'il ne faisait que la protéger de lui-même. Idriss écouta sans l'interrompre. Quand Laurent eut terminé, il lui tendit la même main qu'il lui avait refusée des années plus tôt. « Ce qui compte, ce n'est pas le passé, mais ce que tu en fais maintenant. » Laurent serra cette main, la gorge serrée. Pour la première fois, il sentit qu'il touchait un être humain, et non un symbole. Clara, derrière eux, essuya une larme silencieuse. C'était la scène qu'elle avait attendue toute sa vie. Quelques semaines plus tard, Idriss fut autorisé à sortir de l'hôpital. Clara proposa un dîner, simple et intime, dans son appartement de Montreval. Laurent accepta, non sans appréhension. Quand il arriva, la table était dressée avec modestie. Du bois brut, des bougies,
des assiettes en faïence dépareillée. L'atmosphère n'avait rien de l'élégance figée de sa maison à Valserres. Ici, tout respirait la sincérité. Idriss préparait un plat marocain, une tagine au citron confit. L'odeur éveilla en Laurent une nostalgie qu'il n'aurait su nommer. Le repas commença doucement. On parla de voyage, d'enfance, de travail. Les rires revinrent, d'abord timides, puis francs. Laurent surprit en lui-même un sentiment qu'il croyait perdu, la paix. En observant Idriss, il découvrit un homme complet, instruit, généreux, l'exact contraire de ce que ses préjugés lui avaient fait croire. Après le dessert, il leva son verre et dit « Si tu veux toujours de ma fille, je te donne ma bénédiction. » Idriss répondit avec un sourire calme « Je n'ai jamais cessé de vouloir la rendre heureuse. » Clara, émue, posa sa main sur celle de son père. Ce soir-là, la maison se remplit d'une chaleur que ni le vin ni le feu ne pouvaient expliquer. C'était la chaleur du pardon. Quelques mois plus tard, les invitations furent envoyées. Le mariage aurait lieu au bord du lac de Montreval, dans un décor simple, entouré d'amis et de rires. Laurent, d'abord réticent à l'idée d'être au centre des regards, finit par accepter un rôle discret mais essentiel, celui de témoin. Le jour venu, le ciel se teinta d'un bleu tendre. Clara avançait dans une robe fluide, les cheveux relevés, tandis qu'Idriss l'attendait sous un auvent décoré de jasmin. Quand leurs regards se croisèrent, le monde sembla s'arrêter. Laurent, assis au premier rang, sentit sa poitrine se gonfler d'un mélange de fierté et de regret. Quand le maire prononça les vœux, Idriss tourna brièvement la tête vers lui, un regard de gratitude silencieuse. À la fin de la cérémonie, Laurent serra sa fille contre lui. « Tu as bien fait de ne pas m'écouter. » Elle rit entre ses larmes. Les musiciens jouaient un air de oud, mêlé à un violon français, symbole d'union entre deux cultures. Les invités dansaient pieds nus sur l'herbe. Laurent, observant cette harmonie qu'il avait jadis refusée, comprit enfin que l'amour n'a jamais besoin d'être approuvé, seulement respecté. Les années suivantes coulèrent paisiblement. Clara et Idriss s'installèrent près du lac, où Idriss ouvrit un cabinet d'ingénierie environnementale. Leur vie était simple, pleine de lumière et de livres. Laurent, désormais à la retraite, venait souvent leur rendre visite. Il apportait des fruits du marché, lisait des histoires à leur fils, petit garçon à la peau dorée et aux yeux clairs. L'enfant appelait son grand-père « Papy Lolo » et ne voyait en lui ni passé, ni erreur, ni remords, juste de la tendresse. Ce surnom si banal était pour Laurent une absolution. Parfois, il observait son petit-fils jouer dans le jardin et pensait « C'est pour lui que j'ai sauté dans cette rivière. Et pour moi aussi. » Les blessures du passé ne disparaissent jamais totalement, mais elles se transforment. Elles deviennent des cicatrices qui racontent la survie. Clara, chaque année, rappelait à son père la date du 12 janvier, celle de l'accident du pont des Aiguilles. Ce jour-là, ils déposaient ensemble une fleur blanche sur la rambarde, en silence. Laurent finissait toujours par murmurer « Merci à la vie de m'avoir forcé à voir ». Les années passèrent. Laurent, vieilli, affaibli, sentait sa mémoire s'effilocher comme une corde usée. Un soir d'automne, il prit son carnet, le même qu'il tenait depuis des années, et écrivit une lettre qu'il adressa à Clara et Idriss. On la retrouva après sa mort, glissée sous la lampe de chevet. Elle disait « J'ai passé la moitié de ma vie à croire que la pureté d'un nom valait plus que celle d'un cœur. Vous m'avez prouvé le contraire. Idriss, tu m'as sauvé 2 fois, dans la rivière et dans mon âme. Clara, tu m'as appris qu'aimer, c'est parfois désobéir. Si le ciel existe, j'espère qu'il n'a pas de couleur, pour que tout le monde s'y retrouve. » Clara lut la lettre à voix haute, les larmes ruisselant. Idriss posa sa main sur son épaule. Dehors, la lumière tombait sur le lac et un vent doux faisait frémir les roseaux. On aurait dit que le monde entier murmurait le mot qu'il avait mis tant d'années à prononcer, pardon. Les funérailles de Laurent eurent lieu par une matinée de printemps, claire et douce. Le cimetière surplombait le lac, celui où tout avait recommencé. Clara portait une robe noire, simple, les yeux rougis, mais le port de tête digne. Idriss tenait leur fils contre lui, silencieux. Autour d'eux, peu de monde, quelques amis, des anciens employés, des voisins de Valserres venus saluer un homme qu'ils avaient autrefois cru inflexible. Le prêtre parla brièvement, évoquant un homme transformé par la vie. Quand vint le moment de déposer la terre sur le cercueil, Clara se pencha et murmura « Tu n'étais pas parfait, papa, mais tu as appris, et c'est déjà beaucoup. » Idriss posa ensuite une rose blanche sur la tombe, la même qu'il déposait chaque 12 janvier au pont des Aiguilles. Puis, en se redressant, il dit doucement « Je te le promets, Laurent, ton petit-fils grandira sans honte, sans peur, et sans ces barrières que tu as détruites à la fin. » Le vent du lac fit frémir les arbres,
Et Clara crut entendre, dans le bruissement des feuilles, la voix de son père lui répondre « Merci, ma fille ». Le silence qui suivit ne fut pas triste, mais plein de paix. Quelques semaines après l'enterrement, Clara proposa à Idriss et à leur fils de retourner au pont des Aiguilles. Le ciel, d'un bleu profond, se reflétait dans la rivière calme. Ils marchèrent jusqu'au milieu du tablier, là où tout avait commencé. La chute, le plongeon, la renaissance. L'enfant demanda « C'est ici que papy t'a sauvé, papa ?» Idriss hocha la tête. « Oui, mon grand. Et c'est ici qu'il s'est sauvé lui-même. » Il expliqua, avec des mots simples, que les erreurs peuvent devenir des leçons, que le courage ne vient pas toujours du cœur, mais parfois du remords. Clara écoutait, émue. Elle jeta une fleur blanche dans l'eau, la fleur flotta quelques instants, puis s'éloigna lentement vers l'aval, comme un souvenir qui accepte enfin de partir. Idriss prit la main de Clara, et leurs doigts s'entrelacèrent sans besoin de mots. En quittant le pont, ils se promirent de raconter un jour toute l'histoire à leur fils. Non pas comme une tragédie, mais comme un miracle ordinaire, celui d'un homme qui a appris à aimer trop tard, mais pas trop tard pour réparer. Les années passèrent encore. Leur fils, devenu adolescent, grandit entre deux cultures qu'il portait comme deux ailes. Un jour, il demanda à sa mère « Maman, pourquoi papy a eu peur de papa au début ?» Clara prit une longue respiration avant de répondre. « Parce qu'il ne comprenait pas, parce qu'il avait grandi dans un monde qui divisait les gens au lieu de les réunir. Mais tu sais, ce n'est pas la peur qui définit un homme, c'est ce qu'il en fait. » L'adolescent acquiesça, songeur. Il ajouta « Moi, je ne veux jamais juger quelqu'un pour ce qu'il est, juste pour ce qu'il fait. » Idriss, écoutant depuis la porte, sentit un sourire lui venir aux lèvres. Ce soir-là, il ouvrit le carnet de Laurent, celui que Clara avait conservé, et le lut à son fils. Les pages tremblaient, pleines de fautes d'orthographe, de ratures, de réflexions maladroites mais sincères. À la fin, le jeune homme dit « Il devait beaucoup t'aimer, papa. » Idriss répondit doucement « Oui. » Et il a fini par aimer juste comme il fallait, sans condition. Un été, bien plus tard, Clara et Idriss, désormais vieillissants, retournèrent s'asseoir sur la colline qui dominait le lac. La lumière dorée s'étalait sur l'eau et le vent portait le parfum du miel et de la terre chaude. Clara ferma les yeux. « Parfois, j'ai l'impression que papa est encore là. » Idriss sourit. Il l'est, pas dans les mots, ni dans les souvenirs, mais dans ce que nous sommes devenus grâce à lui. Ils évoquèrent la première rencontre, le dîner, la colère, l'eau glacée, leurs voix se mêlaient comme les rives d'une même rivière. En contrebas, des enfants riaient, lançant des cailloux dans le courant. L'un d'eux ressemblait étrangement à leur fils plus jeune. Le temps, pensa Clara, n'efface rien. Il adoucit, il enseigne. Elle posa sa tête sur l'épaule d'Idriss. Le soleil descendait lentement, traçant une lueur d'or sur la surface du lac. Le monde semblait, pour la première fois, parfaitement équilibré, comme si toutes les blessures anciennes avaient trouvé leur place dans la lumière du soir. Des années plus tard, au crépuscule de leur vie, Idriss reçut une invitation symbolique. La mairie de Valserres voulait nommer le pont des Aiguilles Pont Marceau-Caya, en hommage à l'acte héroïque qui rapprocha deux vies et deux mondes. L'annonce fit sourire le vieux couple. Le jour de l'inauguration, entourés de leurs enfants et petits-enfants, ils traversèrent le pont main dans la main. Une plaque de bronze brillait au soleil. Ici, la peur fut vaincue par le courage et la haine par le pardon. Idriss caressa le métal, ému. Clara souffla. « Tu te rends compte? C'est ici que tout a commencé. Et c'est ici que tout se termine. » Le vent joua dans ses cheveux gris. Idriss répondit « Non, Clara. Rien ne se termine. Le destin n'a pas jugé pour punir. Il a jugé pour apprendre. » Ils restèrent là un moment, à regarder la rivière. Leurs mains se serrèrent, leurs cœurs battirent lentement, à l'unisson. Le monde, pensèrent-ils, n'est ni blanc ni noir. Il est fait d'ombres qui finissent toujours par devenir lumière. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits où les erreurs deviennent miracles et où les cœurs trouvent leur chemin, même après s'être perdus.